Donc le jury a décidé, dans sa grande magnanimité, d'octroyer une nomination. Donc est nominée Madame Gaëlle Penaud pour son théâtre à Cergy. Madame Penaud peut-elle venir nous rejoindre? Donc pendant que Lucie Laurent va nous parler un petit peu de l'œuvre et du parcours de Madame Penaud. Merci. Gaëlle Penaud est diplômée d'architecture en 1979 et elle crée son agence en 1982 avec Dominique Penaud, puis devient gérante fondatrice de la société GPAA en 1994. Elle est successivement élue vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes des Pays de Loire en 2000, puis présidente de la Maison de l'architecture des Pays de Loire en 2004. Elle enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes de 2001 à 2003 et est élue à l'Académie d'architecture en 2015. L'œuvre originale, donc comme le disait Catherine Guyot, pour laquelle elle a été nominée, est le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise, dont on voit les images actuellement. Il se trouve face à la préfecture et il est installé dans le 3e bâtiment construit de la ville nouvelle, édifié dans les années 70. Vous voyez le cuivre doré, brillant, en forme d'écaille, qui est comme un manteau unique au drapé délicat qui épouse les formes aléatoires des nouveaux volumes. Le plissé de la toiture du bâtiment existant est la composante première qui frappe le regard du visiteur. C'est sur ce dessin que s'appuie l'extension pour relier l'ancien et le nouveau. Le dessin du plissé existant est poursuivi sur le volume du hall atrium et également repris sur la salle neuve à laquelle il donne son identité en couronne. Voilà, je laisse la parole à Gaëlle Penaud pour son œuvre. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis très touchée et honorée par cette reconnaissance pour mon travail. Ça tombe bien en plus parce que c'est un peu comme une couronne des rois pour les rois mages au mois de janvier 2016. Donc c'est ce travail et cet engagement est très important pour moi et cette nomination me récompense pour ce métier. En effet, on ne peut pas exercer l'architecture sans engagement. Cette profession est éminemment artistique, mais aujourd'hui, je dirais aussi politique, et en cela, elle englobe tous les enjeux de société. Ce prix aujourd'hui est particulier parce qu'il récompense non seulement la création architecturale, mais également le fait que cette création soit l'œuvre d'une femme. La mise en valeur de l'action des femmes dans la société est récente. J'ai très souvent même entendu dire que les femmes avaient rarement été de grandes artistes, de grandes philosophes, de grandes politiciennes ou de grandes innovatrices avant l'avènement des temps modernes. Et c'est bien évidemment qu'elles n'avaient pas accès à ces disciplines. Traditionnellement, cependant, les femmes ont joué leur rôle dans la conception et la construction des premiers habitats et marqué leurs traces dans l'architecture vernaculaire. Par la suite, mises à l'écart des métiers technologiques et prestigieux, elles ont été éloignées de la formation académique jusqu'au début du XIXe siècle, époque à laquelle la profession d'architecte et ses écoles se sont ouvertes aux femmes. Aujourd'hui, elles représentent 40% des diplômés des écoles d'architecture d'Europe. Elles ne sont encore cependant très peu à diriger leur agence. En aparté, je dirais que quand j'ai commencé mes études dans les années 70, nous étions 3 femmes étudiantes à l'école d'architecture de Toulouse. Et je pense que s'il n'y avait pas eu à cette époque-là la création des unités pédagogiques d'architecture, je n'aurais jamais pu accéder à ce métier, étant donné qu'il fallait monter à la capitale, que ça représentait un certain coût et que ça ne pouvait donc pas être accessible, on va dire, au grand public. L'émergence de grands noms féminins, Kazuyo Sejima, Itsuko Hasegawa, Françoise-Hélène Jourda, dont on a parlé tout à l'heure, Odile Deck, Manuel Gautran, dans le Star System de l'architecture, montrent aujourd'hui la vitalité des femmes architectes et la qualité de leur architecture. Des publications ont également permis au grand public de découvrir les œuvres d'Hélène Gray et de Charlotte Perriand, qui ont marqué l'histoire de l'architecture et du design.
Mais on constate que s'il semble y avoir un regain d'intérêt pour le fait féminin, il existe encore une discrimination réelle à l'encontre des femmes. Cependant, aujourd'hui, celle-ci représente environ 40% des diplômés. Une étude récente révèle que l'architecture est la profession académique avec l'écart le plus marqué entre le taux de formation et le taux de professionnalisation des femmes. Et s'il y a 16% environ de femmes inscrites à l'ordre en 2013, dont un certain nombre qui dirigent une agence, le plus souvent en couple, une femme seule à la tête d'une agence reste encore l'exception. Le prix des femmes architectes, organisé depuis 2013 par l'ARVA, l'Association pour la recherche sur la ville et l'habitat, vise à mettre en valeur les œuvres et les carrières des femmes architectes, ainsi que les jeunes femmes architectes puissent s'inspirer des modèles féminins existants. Je voudrais encore ici, une fois, remercier cette association pour son action militante pour la mise en valeur des femmes dans une profession qui reste encore très masculine. Et merci aussi aux membres du jury pour ce choix. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant appeler la lauréate du prix œuvre originale, donc Véronique Descharrières. Véronique Descharrières a enseigné en tant que professeure invitée à l'école d'architecture de Normandie, à la Columbia University de New York et à l'école spéciale d'architecture à Paris. Elle intervient en tant que maître de conférences dans diverses écoles et institutions et elle participe à l'élaboration du livre blanc sur la biodiversité pour la ville de Paris en 2010. En 2012, elle est nommée au rang de chevalier des arts et des lettres par le ministère de la Culture et de la Communication. Architecte libérale et temporairement en association avec Composite Architectes, dont elle est membre fondateur, elle participe et remporte des concours internationaux ouverts aux jeunes architectes. Composite Architectes est conçu comme une plateforme de recherche architecturale multidirectionnelle qui propose d'associer une diversité de compétences pour développer de nouveaux concepts architecturaux et urbains. Architecte associé et co-directeur de l'agence internationale Bernard Tchoumi Urbanis Architectes à Paris et New York, elle se confronte aux enjeux contemporains des architectures publiques, institutionnelles et institutionnelles de grandes envergures. Les principaux projets qu'elle dirige depuis Paris sont les jardins d'entreprise à Chartres, le Frénois, Studio national des arts contemporains, l'école multimédia dans le nord de la France, l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, le Zénith de Rouen, le siège et la manufacture de Vacheron et Constantin à Genève, le projet pour l'exposition internationale en 2004 en Seine-Saint-Denis, le Rocher Palmé pôle culturel et scène numérique à Senon, et par exemple le Muséoparc d'Alésia en Côte d'Or, avec un centre d'interprétation livré en 2012 et un musée archéologique pour 2007. Mais l'œuvre originale pour laquelle elle a été retenue est le parc zoologique de Vincennes. Donc en 2 mots, je vais vous le présenter avant de laisser la parole à Véronique Descharrières. Ce zoo, qui est principalement construit autour de rochers en béton qui étaient devenus dangereux au bout de 70 ans, dispose d'un important héritage écologique. Des techniques d'immersion, de visibilité et de camouflage simultanément ont été mises en place pour permettre le confort des animaux dans leur habitat et pour créer une sensation forte et émotionnelle chez les visiteurs. Pour les architectes, la priorité n'est pas de créer une architecture dans le sens traditionnel du terme pour le zoo, mais au contraire de créer des supports spécifiques de manière à cacher, compléter ou à fondre les bâtiments dans un milieu naturel. En tant que visiteur, si vous y allez, vous êtes amené à entrer dans les paysages au sein d'un espace qui évoque les écosystèmes d'origine des animaux. Les enveloppes architecturales sont légères et définies selon les besoins de l'immersion pour chacune des 5 biozones du zoo, qui sont la Patagonie, le Sahel-Soudan, l'Europe, l'Amazonie-Guyane et Madagascar. Les bâtiments animaliers disparaissent dans l'espace de l'enclos pour ne faire qu'un avec l'environnement animal. Le bâti discret est camouflé par des enveloppes conçues à partir de matériaux bruts ou naturels, agissant comme des filtres sur l'environnement. Ces membranes symbiotiques qui interagissent avec leur milieu sont de plusieurs natures.
Par exemple, il y a l'enveloppe bioclimatique pour créer un climat tropical dans les serres, l'enveloppe topographique pour le bâtiment de la plaine africaine, l'enveloppe volumétrique à base de filets aériens pour la grande volière, ou l'enveloppe végétalisée qui met le visiteur en condition d'immersion dès l'entrée dans le zoo. Toute l'architecture proposée est ainsi caractérisée par sa discrétion afin de ne pas perturber la relation établie avec l'animal. Mais je crois que Véronique Descharrières pourra mieux nous en parler et toutes mes félicitations à vous pour votre œuvre. Je vous remercie. Eh bien, Madame la présidente de l'ARVA, Madame la directrice de l'ARVA, Madame la présidente de l'Ordre des architectes, Monsieur le délégué de la ville de Paris, Madame la directrice de l'architecture, je suis vraiment très très heureuse et j'ai grand plaisir à recevoir ce prix qui, effectivement, pour une architecte, quel peut être le prix le plus étonnant que d'avoir pour ce prix du parc zoologique l'œuvre originale, effectivement, comme récompense. C'est, comme vous l'avez très bien décrit, je ne crois pas que je vais rentrer dans des présentations plus avant que ce que vous avez fait, c'est effectivement un projet tout à fait exceptionnel, tout à fait original, tout à fait inattendu, en tout cas inattendu pour l'étudiante en architecture que j'étais il y a quelque temps et où je me souviens, dans mes cours d'architecture, je travaillais sur des logements et jamais je ne pouvais imaginer qu'un jour je serais amenée à travailler sur des logements, mais des logements pour des clients un petit peu particuliers que sont des girafes, un groupe magnifique de 16 très grandes girafes, pour des rhinocéros de quelques tonnes, pour des petits ouistiti, pour des oiseaux, pour un millier en fait de clients tout à fait exceptionnels, avec des particularités, avec des besoins, des exigences tout à fait spéciales. Donc oui, c'est effectivement pour moi très original finalement d'arriver dans cette carrière d'architecte à avoir travaillé sur un projet aussi étonnant que celui-là. Et puis j'en profite d'ailleurs pour faire une petite référence à une architecte aussi importante qu'on a perdue malheureusement il y a de ça maintenant 1 an et demi, qui était mon professeur, Edith Gérard. Je pense que certaines d'entre vous l'ont bien connue. Et je me souviens, quand je l'interrogeais justement sur la question de la difficulté d'être femme architecte, elle rigolait en disant « mais il n'y a pas de difficulté. Je veux dire, être architecte, c'est pas si compliqué. C'est comme pour un homme, si on pose la question d'avoir une certaine difficulté à être cuisinier, à être danseur ou à être même gynécologue. C'est pas compliqué, le métier, c'est pas le problème. Mais le problème, en fait, on le sait bien toutes, c'est la question de la façon dont on est perçu, dont on est regardé et dont on est parfois conditionné et cantonné à certaines commandes, dont, par exemple, le logement. Les femmes, souvent, une fois qu'on a passé, je dirais, le label de la décoratrice, parce que très souvent, on nous dit « Ah, vous êtes architecte d'intérieur ». Donc, une fois qu'on a dépassé ce label de la décoratrice, viennent bien sûr les cadres de l'architecte femme et forcément une architecte de logement ou une architecte de crèche. Donc ce qui effectivement pendant ma carrière, les débuts de ma carrière, m'obsédait un petit peu en me disant il ne faut absolument pas que je fasse du logement. Et finalement, donc il y a de ça maintenant 7 ans, cette commande effectivement tout à fait étonnante et originale qui était de faire du logement pour des animaux, pour effectivement des espèces animalières en voie de disparition. Donc ça, il faut le savoir, la complexité, l'intérêt et la particularité de ce projet, c'est effectivement qu'on s'est posé des questions et d'ailleurs je dois dire que ce projet a permis de repenser l'architecture aussi différemment et d'essayer d'imaginer comment restituer pour ces centaines d'espèces qui aujourd'hui habitent aux portes de Paris, restituer des milieux, des écosystèmes qui soient viables pour eux. Et je dois dire que le grand intérêt de ce projet, et finalement la grande chose que j'ai appris à l'intérieur de ça, c'était de travailler sur ces frontières, sur la mixité entre les espèces, savoir comment effectivement on pouvait réussir tout en sachant travailler sur les distances, sur les frontières, comment arriver à gérer cette fameuse mixité.
Et donc, je dois dire que j'ai appris énormément de choses à travers ce projet. Alors, je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde parce que c'est un projet qui a bien sûr fait travailler énormément de personnes, mais j'aimerais quand même dédier ce prix à mon équipe d'architectes de BTUA et associer bien entendu les architectes et paysagistes avec qui j'ai travaillé, Bernard Tchoumi bien sûr, Jacqueline Hosty, Bernard Emery, Média LS, Annie Keller qui ont travaillé sur la signalétique, et donc une équipe extrêmement importante et dans laquelle on retrouve beaucoup de femmes. D'ailleurs, la directrice du zoo aujourd'hui, du parc zoologique aujourd'hui, Sophie Ferreira-Le-Morvan, est une femme et qui dirige ses équipes et ces milliers d'animaux, je dirais, de main de maître. Je vous remercie pour ce prix. Ben voilà. Toutes les félicitations. On est très contente de vous remettre la couronne pour cette année. Bravo à vous, et vraiment, nous avons été nous avons beaucoup apprécié votre projet. Nous avons regardé évidemment tous les projets qui étaient présentés avec beaucoup d'intérêt, et ça a été difficile, mais bon, Madame Laura Peretti, qui avait fait elle-même un jardin en Azerbaïdjan, a été très sensible à votre projet, et je vous donnerai ses références. Merci et bravo à Véronique Descharrières pour ce magnifique projet.